Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel pour La Science te parle. Ce soir, invité exceptionnel pour au moins 3 raisons. J'en vois au moins 3. La première, elle s'appelle Marie. Donc, on coupe le rythme des marines depuis 3 ans, parce qu'en 3 ans, je n'ai eu que des marines. La seconde, c'est qu'elle vient de la même région que moi. Et vu tous les commentaires positifs que je reçois sur l'accent, il va falloir que ce soit multiplié par 2. Et la troisième, elle fait son postdoctorat à Montpellier. Et Montpellier, bon, bien sûr, c'est la ville où j'ai étudié et j'ai grandi pas loin du tout. Donc, ça fait exceptionnel à ce titre-là. Et je vais rajouter quelque chose, mais on le dira pendant l'interview. Elle a gagné un prix, elle nous décrira ce prix, exactement ce que c'est, etc. Parce que vu son jeune âge, c'est vraiment top d'avoir gagné ce prix-là. Je lui laisse la parole pour la première question, bien évidemment, qui est toujours la même, se présenter rapidement. Merci. Donc voilà, moi je m'appelle Marie Villares. Comme ça a été dit par Paul, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, d'une petite station de ski qui s'appelle Les Angles. Et du coup, j'ai passé les 6 dernières années d'études à Paris pour faire mon master et ma thèse. Et avant ça, j'ai fait un DUT de biologie à Toulon et une licence 3 de biologie moléculaire et cellulaire à Montpellier. Voilà. Et durant tout ce parcours-là, j'ai pu faire pas mal de stages en laboratoire. Et actuellement, je suis donc postdoctorante au CNRS au sein de l'Institut d'infectiologie de Montpellier. Ça fait beaucoup de voyages à travers la France pour les études. Oui. Alors, une question, peut-être que des gens qui nous suivent ne le savent pas, et je sais que j'ai aussi beaucoup de jeunes. Le DUT, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour la recherche pour la suite, si quelqu'un veut se lancer en recherche? Alors, moi, ce que j'ai aimé dans le DUT, c'est justement qu'il y avait une partie beaucoup plus appliquée que directement dans les 2 premières années de licence. Et ça permettait également d'avoir un diplôme finalement à la fin des 2 années, parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait se passer dans la vie. J'avais envie de continuer, je le savais, mais bon, voilà. Et ça m'a permis également aussi de pouvoir travailler, ne serait-ce que l'été, dans les laboratoires d'analyse médicale, finalement. Donc, moi, c'est vrai que la partie déjà mise le pied à l'étrier dans les manips et tout ça, c'est ça qui m'a vraiment plu. Ça s'appelle un DUT analyse biologique et biochimique. Donc, c'est en 2 ans que ça se fait, hein? En 2 ans, oui. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que tu trouves que les 2 premières années d'université sont peut-être trop théoriques et pas suffisamment pratiques. Alors, je les ai pas fait, donc c'est difficile de les juger pour le coup. Mais je sais que y a beaucoup de biologie végétale, minérale, etc. Mhm. Et moi, c'est vrai que c'était pas ça qui m'intéressait du tout. Donc, j'ai préféré rentrer de suite dans des choses en DUT. Il y a de la pharmacologie, il y a des choses beaucoup qui, moi, m'attiraient déjà plus de base après le bac. D'accord. Donc, Est-ce que tu conseilles cette formation à des jeunes qui ont 18-19 ans qui nous écouteraient? oui, et notamment parce que sur les bancs de fac, je pense, ça c'est sans juger, ça, on le sait que Mhm. les premières années, il y a énormément de monde. Et donc, je pense que c'est dur de rester accroché. Et alors que là, on est des petites promos, c'est une Mhm. cinquantaine de personnes maximum. Et du coup, les profs suivent et peut-être que ça fait une transition avec le lycée qui est moins tranchée que rentrer directement en licence avec 800 personnes, quoi. Surtout qu'il y a Voilà. beaucoup de gens qui décrochent la première année aussi parce que c'est vrai que l'encadrement reste quand même important, comme tu dis, entre le lycée et l'université. Ça fait un gap qui est quand même assez important. C'est ça. Voilà. Donc, moi, j'avoue que aucun regret pour le coup d'être passé par le DUT. Après, le seul truc, c'est que selon, avec la moyenne en gros à laquelle on ressort de DUT, soit on peut rentrer en troisième année de fac, soit Mhm. on doit retourner en deuxième année. D'accord. Voilà. Donc là, c'est après le DUT que tu es allé à Paris. Pourquoi avoir choisi Paris et pas Montpellier directement, par exemple? Alors moi, j'ai fait un an à Montpellier, j'ai fait la licence 3 justement, la D'accord. troisième année à Montpellier. Et pendant cette année-là, j'ai essayé d'avoir un maximum de bonnes notes pour intégrer un master à Paris qui s'appelle le Magistère européen de génétique. Je Voilà. connais de Et réputation. Ah, pas mal, hein. ouais, ouais, ouais. Et donc, je voulais absolument rentrer là-bas parce que justement, eux, ils incluaient des stages à l'étranger dans leur Mhm. parcours. Et notamment en M1, j'ai pu faire 6 mois de stage aux États-Unis, à New York. Et donc, bon, ça pour ne serait-ce que l'expérience au Mhm. laboratoire, puis voir notre pays, comment ça fonctionne, justement la recherche, c'était hyper enrichissant.
Alors, tu nous parles du stage aux États-Unis. On va revenir aux questions qu'on avait prévues, Oui, mais là, pardon. je vois que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais rebondir là-dessus. Tu nous parles du stage aux États-Unis. Parce que tu as fait ta thèse en France, on parlera tout à l'heure, mais quelle est Oui. la différence de mentalité, la différence de travail dans la recherche que tu as pu noter entre les États-Unis et la France? Alors, ouais, malheureusement, c'est vrai que la grande différence, c'est au niveau de budget parce qu'il y a vraiment les moyens aux États-Unis pour faire avancer la recherche et aussi dans les mentalités. Moi, j'étais en Master 1, donc j'avais juste une licence en poche finalement. Mhm, Et quand on discutait avec les gens dans la rue, on leur disait ce qu'on faisait et ils nous avaient «Oh, docteur!» Alors qu'en France, on dit qu'on fait de la recherche, c'est un peu «Ah bon, et tu trouves?» Voilà, ouais. c'est pas du Toujours tout la la phrase de même. De Gaulle, ouais. Voilà, Mhm. c'est plus ça. Donc les moyens et donc la mentalité différente à l'extérieur et à l'intérieur du labo, est-ce que, par exemple, les notions de hiérarchie qu'on peut avoir en France entre un professeur et un étudiant, est-ce que la façon dont les postdocs ou les étudiants en thèse peuvent les aider, etc., est-ce qu'il y a des différences que tu as pu noter ou est-ce que c'est assez similaire? Euh, j'av- J'avais l'impression que c'était assez similaire dans le sens où les postdocs, notamment, travaillaient quand même assez proche justement des étudiants, que ce soit Mhm, en thèse ou en master, etc. mhm, Donc sur ça, j'ai pas vu de différence. Après, moi, j'étais dans une relativement petite équipe, donc je peux pas vraiment répondre mhm. sur des grandes équipes aux États-Unis qui ont 15 postdocs et que c'est un peu l'usine, quoi. Voilà. Très bien, ben c'est, je pense, une bonne expérience. Donc la seconde question qu'on avait prévue, c'est justement sur la thèse. Mais je pense qu'avec ton parcours, on comprend déjà pourquoi tu as voulu faire une thèse. Un peu. Oui, ouais, que en fait, j'ai toujours voulu entre guillemets faire de la science. Mhm, Dès mon stage de troisième, en fait, j'ai fait dans un laboratoire d'analyse. C'était vraiment l'objectif ultime et dès du coup le bac, je voulais faire un doctorat. Je savais pas mhm, encore comment y arriver, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Et après, ça a été, voilà, comme on disait tout à l'heure aussi, une suite d'opportunités. Et moi, c'est quand j'ai présenté mon oral de DUT, qui était justement en génétique, que la prof qui me faisait passer l'oral m'a dit «Ah, mais tu connais le magistère européen de génétique», et c'est comme ça que j'ai connu. Donc, c'est vraiment des ok, coups de chance, entre mhm, guillemets, qui ont fait que, voilà. Et après, du coup, bah, justement, en cours à Paris, j'ai eu un prof chez qui j'ai fait ma thèse, là, le professeur Jonathan Baseman, qui nous a fait un cours et ça m'a fait un déclic. Je me dis, ah, mais oui, je veux faire ma thèse avec lui. Et après, donc, j'ai fait mon stage de Master 2 dans son laboratoire mhm. et bah, j'ai passé les fameux concours de thèse et donc pour pouvoir rester en thèse là-bas. Est-ce que tu emploierais le terme de vocation pour la recherche? Parce que tu as parlé du stage de troisième. Je pense que oui. Oui, oui, clairement, mais je ne sais pas forcément d'où elle me vient parce D'accord? que il n'y a personne dans mon entourage qui est même dans le domaine de la santé. Mhm, Pour le coup, vraiment, mes parents m'ont toujours extrêmement soutenue, mais sans vraiment comprendre pourquoi je voulais faire ça et même qu'est-ce que je faisais finalement. Donc, mais c'est vrai que oui, clairement, vocation, et même à l'heure actuelle, je pense que en connaissant les difficultés qu'on traverse dans la recherche, il mhm. faut clairement que ce soit métier passion, oui. Oui, je le pense aussi qu'il faut que ce soit un métier passion. C'est parfois difficile à expliquer et ce que tu dis sur les parents ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. C'est extrêmement vrai. C'est vrai quand on parle, quand ils doivent décrire le métier, c'est toujours un peu Bon, compliqué. Ouais. Et puis même les termes étudiant en thèse, postdoctorant, maître oui, assistant, et etc. C'est quand même. comment, après être partie 9 ans, Marie, tu n'as toujours pas un travail fixe, tu as juste un contrat de 3 ans en postdoctorat. Enfin voilà, c'est vrai que ça les aurait rassurés si j'avais choisi une autre voie. Mm. Mais de l'autre côté, ils sont fiers, donc ça reste. Ça. Alors ça, c'est vrai que les contrats, on parle des contrats quand on vieillit un peu plus, quand on commence à avoir Oui, les enfants, etc. C'est vrai que le contrat fixe, moi je suis toujours pas, hein, j'ai deux enfants et tout, mais je suis toujours pas en contrat fixe. C'est eh vrai que c'est oui, quelque chose qui manque un peu. Et ça, c'est quand même un gros problème de la recherche. Faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est quand même les salaires et les contrats. C'est quand même. ouais, hein. J'ai plaisanté ce matin. Il y a le professeur Raoult. On viendra sur la crise. Il y a le professeur Raoult qui vient de sortir ses mémoires.
Et bien sûr, ça fait grand bruit, n'est-ce pas? Et comme là, il y a la réforme des retraites, j'ai dit, vous voyez, même un grand professeur, il n'a pas assez de retraite pour vivre après. Il est obligé de sortir ses mémoires pour essayer d'avoir un petit billet. Ah là là. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué. Oui, Mais non, on fait pas ça pour l'argent, c'est certain. non, ni pour l'argent, ni pour la gloire. Parce que la C'est gloire, ça. compliqué à Non avoir. plus, oui, c'est sûr. Mais je trouve que la passion est belle de la recherche et c'est bien d'avoir la passion et d'avoir eu cette vocation assez jeune. Mais pour le coup, je pense que rien que la difficulté de la thèse, si on n'est pas justement assez déterminé Mm. de savoir pourquoi on est là et que ça nous plaît de nous lever entre guillemets le matin pour aller faire notre travail, et c'est quand même assez éprouvant. Donc, C'est vrai. c'est un métier où on échoue 90% du temps pour apprécier les 10% de réussite. Donc, faut être accroché, quoi. Il faut être accroché, oui, c'est vrai. C'est vrai que se lever le matin en sachant pourquoi on se lève et aimer ce qu'on fait, Ouais. c'est quand même chose importante. Euh, alors, bon, moi, je ne sais pas si je dois parler de moi ou si je continue sur la vidéo, mais juste peut-être une petite aparté. La recherche, je pense que c'est bien d'avoir la passion. Moi, je l'ai eu assez tôt, enfin, bien plus tôt que la troisième d'ailleurs. Moi, c'était un livre qui m'a fait tomber là-dedans complètement. En fait, c'est un livre et une personne en réalité qui m'a fait tomber là-dedans complètement. C'est Marie Curie. Quand j'étais en CM1, CM2, je me rappelle pas exactement l'année, mais c'était avant le collège. On m'avait offert un petit livre sur la vie de Marie Curie, ça faisait 10-15 pages. Et j'ai dit, bon, ben, c'est ça que je veux faire. Je vais être comme Ah elle. ouais. Il y avait quelque chose qui me plaisait, et dans la recherche, et puis et dans sa vie aussi, la passion qu'elle a menée sur, Oui. Ouais, sur la moi, recherche. j'ai l'anecdote mignonne aussi de quand j'étais petite, parce que malheureusement, il y a des personnes dans mon entourage proche qui sont tombées malades justement Mhm. de cancer. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande dans la vie? Alors, je veux trouver un médicament pour que les gens que j'aime ne meurent jamais. Et après, c'est devenu une running blague. Et puis finalement, bah, au fur et à mesure des années, ça s'est avéré de plus en plus Mhm. vrai comme objectif. Et voilà. C'est le truc de base à chaque fois que mes parents me disent, mais si, tu racontais ça à chaque fois. C'est une très bonne transition sur la question d'après. Ah oui, pardon, vas-y. Des fois, les choses ne sont pas toujours faites exprès, mais c'est une très bonne tradition. Transition. Alors, tu as fait une vidéo. En fait, j'en ai trouvé deux de toi sur Internet. Ouais. Deux vidéos de présentation que j'ai trouvées extrêmement brillantes pour le coup. Et dans cette vidéo qui s'appelle Mieux comprendre le cancer pour mieux l'éliminer, je précise que je la mettrai en lien si des gens veulent la voir. Alors, tu indiques avoir passé un concours. Oui, tu indiques avoir passé un concours de thèse, formidable. Ah oui, mais c'est ça la question. Oui. Dans certains pays, il n'y a pas de concours de thèse. Mais alors, du coup, c'est une mauvaise transition, mais j'ai vu le mot cancer. Dans certains pays, Oui. il n'y a pas de concours de thèse. Alors, que penses-tu de ça, du fait qu'il y ait un concours de thèse ou pas dans certains pays, par exemple en Suisse, en tout cas à Lausanne et à Genève, Ouais. il n'y en a pas. Et comment ça se passe en France pour devenir thésard? Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est il faut vouloir faire une thèse. Mm. Tu nous as dit il faut vouloir faire une thèse et je trouve cette expression extrêmement juste, extrêmement pertinente. Est-ce que voilà, tu peux détailler le concours de thèse et la volonté de vouloir faire une thèse et comment on devient thésard en France? Alors, du coup, comment on devient un thésard? C'est déjà, bon, ça dépend des écoles doctorales. Il y a plein d'écoles doctorales selon le type de recherche que l'on va faire. Et ensuite, généralement, il y a quand même toujours une sélection sur dossier. Ça veut dire que si on veut faire une thèse, il faut un peu l'avoir prévu en avance ou du moins avoir un dossier, on va dire, assez conséquent pour pouvoir prétendre déjà de passer la première sélection. Et ensuite, si on passe cette première sélection, il va y avoir un oral où on présente notre futur projet de thèse, donc préparé généralement avec le laboratoire dans lequel on va faire la thèse. Et après, il y a également donc, des questions sur ce projet de 3 ans. Après, c'est vrai que je pense que il y a très peu de place là aussi. Hein, il y a peu de bourses, mais le fait d'avoir un concours, c'est peut-être pas plus mal parce que justement, comme ce qu'on discutait entre nous avant, on se retrouve pas là par hasard et c'est pas dans la continuité et justement traverser la thèse, voilà, on sait pourquoi on est là. Voilà. Alors, tu dis quelque chose sur le projet. Tu dis on doit préparer un projet avant, donc c'est-à-dire qu'on prépare un projet quand on est en master.
Euh, Est-ce que l'étudiante de master que tu étais avait déjà compris comment on réalisait un projet, comment on écrivait un projet, comment on pensait un projet, ou est-ce que tu l'as appris plus tard en thèse finalement, enfin, Ouais, non, très honnêtement, je l'ai appris plus tard. Je pense pas qu'en master, j'avais ne serait-ce que le recul nécessaire pour, pour penser à un projet. mhm, Euh, je pense que je suis devenue vraiment à l'aise après 1 an et demi de thèse à être émancipée complètement justement et à mhm, pouvoir, j'allais dire penser par moi-même, c'est exagéré, mais à prendre mes propres initiatives, proposer mes idées, etc. Mais au niveau Master 2, j'en étais pas justement à réaliser l'ampleur d'un projet scientifique et pouvoir aussi penser à toutes les éventualités parce que malheureusement, c'est rarement le projet qu'on avait prévu qui ouais. aboutit. Donc voilà. Non, je pense que c'est venu après, pour le coup. Alors voilà, ça c'est une chose qui est intéressante. Je vais faire bientôt une vidéo sur pourquoi faire une thèse et qu'est-ce qu'une thèse. Et il y a un mot que j'emploie souvent, c'est gestion de projet. Est-ce que tu emploierais la même expression pour définir ce qu'est une thèse ou est-ce que tu irais un peu plus loin, par exemple? Gestion de projet et surtout gestion d'éventualités multiples, je dirais. Parce que, parce que du coup, c'est vrai que à l'étape concours de thèse, c'est vraiment oui, alors la première année, on va faire ça, la deuxième année, on va faire ça, et la troisième année, on va faire ça. Et puis en fait, dès la première année, on se rend compte que ça ne va pas du tout dans la Mhm. direction de ce qu'on avait prévu pour la deuxième et la troisième année. Et peut-être des fois la quatrième, parce que maintenant, ça se fait de plus en plus, du coup, les quatrièmes années. Et, euh, et donc, du coup, il faut savoir justement pas paniquer, entre guillemets, et savoir réaxer son projet et refaire toute la biblio. Et voilà, quoi. Enfin, suivre aussi où vont les résultats et pas s'obstiner Mhm. dans quelque chose si ça va pas dans la bonne direction, quoi. Oui, oui, si on va dans le mur. Est-ce qu'on se rend compte assez tôt qu'on va dans le mur ou est-ce que parfois c'est un peu trop tard? Je pense ça dépend. Ça dépend. À mon avis, on perd tous du temps à Mhm. s'obstiner des fois parce que c'est normal, on a envie que ça marche. Et que des fois, laisser tomber un truc qui nous tenait à cœur, c'est difficile, quoi. Mhm. Mais, euh, mais je pense qu'à chaque fois, c'est bénéfique pour le coup. Parce que ça rebondit sur quelque chose de mieux à chaque fois. Donc, enfin, moi, ça a été mon cas en tout cas. Euh, ouais. C'est vrai. Par rapport à ce que tu dis là, au temps qu'on peut mettre des fois à se rendre compte qu'on est dans le mur et au fait qu'on aime son projet, il y a une phrase qui me vient en tête de quelqu'un qui est mort mais qui était beaucoup apprécié, c'est Axel Kahn, feu Axel Kahn. Il avait souvent cette phrase quand il parlait des chercheurs, il disait les chercheurs croient en leur propre génie. Est-ce que tu penses que cette phrase est vraie ou est-ce qu'elle est un peu trop grandiloquente et un peu à côté de la plaque? Je pense que oui. Je pense que, enfin, pas leur propre génie, mais on croit en nos idées, en notre projet. Et c'est vrai que, bah, en thèse particulièrement, moi, j'avais un projet et justement, j'ai eu de nombreuses discussions avec mon responsable qui me disait arrête de dire mon projet. Et je disais mais oui, mais c'est mon projet tous les jours, j'y mets toute mon énergie, donc c'est mon projet. Donc oui, j'ai envie que ça marche, oui, je fais tout pour que ça marche, j'ai envie d'y croire. Donc ouais, je peux comprendre hein, pour le coup qu'on croit en notre propre génie. Alors, justement, le génie et le monde de la recherche, comment est-ce que tu vois aujourd'hui le monde de la recherche tel qu'il est? Et selon toi, est-ce que cette crise sanitaire là qu'on a vécue, et bon, les transmissions de Covid continuent, donc on devrait même dire qu'on Ouais. continue toujours à vivre, même si qu'il y a moins de cas avec les vaccins et que ça a beaucoup changé. Est-ce que tu penses que la crise sanitaire a changé ce monde de la recherche? J'avoue que j'aurais espéré qu'il y ait un peu plus d'effets bénéfiques que ce que ça a été. Je fondais pas mal d'espoir justement sur le changement des Mhm. mentalités, sur le fait qu'on soit un peu plus crédible. Et en fait, ça a été un peu l'effet inverse. Je trouve qu'on a presque perdu en crédibilité. Et après, de la même manière, je pensais que les gouvernements, après une crise pareille, allaient vraiment fournir l'effort nécessaire et donner de l'argent pour la recherche. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu les choses trop changer. C'est vrai. Donc, ouais, pour le coup,
les a changés, mais pas forcément dans la bonne direction. Mhm. Et après, de manière générale, je pense que le monde de la recherche, ça doit être un peu désacralisé et que les gens, ils ont une idée du mec avec ses lunettes, farfelu dans son coin, et que bah, en fait, la recherche, c'est pas ça. Au contraire, c'est une communauté, c'est des gens qui travaillent en équipe, c'est plein d'échanges enfin, je pense aussi que la recherche publique, c'est un peu pas critiqué, mais en gros, on sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont dans leur Mhm. laboratoire et c'est pas eux qui trouvent les vaccins. Mais en fait, on a un peu les fondations d'une maison, quoi. Et je pense que s'il n'y a pas de recherche publique, fondamentale Mhm. du moins, Mhm. bah, derrière, il ne pourra pas y avoir de fabrication justement de médicaments, de nouveaux traitements, de tout ça. Donc, ouais, je pense ça devrait être un peu plus mis en valeur pour nous. Alors, tu as dit des choses très intéressantes et j'aimerais qu'on vienne sur certains points. Tu as parlé de crédibilité, du fait que le monde de la recherche aurait perdu de la crédibilité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là? Euh, C'était parce que justement, c'est normal que les scientifiques soient pas tous d'accord, Mhm. mais pendant cette crise, il y a des gens qui ont eu la parole justement plus que d'autres, et en même Mhm. temps, bah, c'est une de tes questions après par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et bah, finalement, qu'on ait un doctorat en biologie ou pas, on a la même force de parole en fait. Mhm. Et donc ça fait que bah, déjà, c'est hyper frustrant pour nous, parce qu'on était un peu en mode écoutez-nous. Et, euh, et puis, oui, oui, ça c'est vrai que c'était très frustrant pendant la pandémie et crédibilité parce que au lieu d'essayer justement de travailler ensemble, ce qui est quand même ce qu'on fait de base, ça se tirait presque dans les pattes les uns les autres. Donc, les gens, ils savaient plus qui croire, qui écouter. Mhm. Je trouvais c'était dommage. Ça a été dommage, tout ça, je trouve. Tu as dit quelque chose, je voudrais t'interroger parce que c'est une question que j'ai, je n'ai absolument pas la réponse. Tu as dit qu'on ait un doctorat en biologie ou pas. Est-ce que tu ne penses pas que la perte de crédibilité aussi a été le fruit de paroles, comment dire, peut-être moins réfléchies ou trop politiques, je ne sais pas quel mot employer, de certains professeurs de médecine, on peut Mhm. nommer le professeur Raoult, mais pas que, qui sont souvent passés dans les médias et qui ont, on peut raconter tout et n'importe quoi, et qu'au final, leur prédiction ne s'est jamais avérée, leur façon de voir a été fausse, par exemple, il n'y aura pas de seconde vague, etc. Est-ce que c'est pas aussi la recherche elle-même qui s'est tirée une balle dans le pied pendant cette crise? Très certainement, mais une fois de plus, voilà, ce qui a été politisé, c'était pas l'unanimité des chercheurs, en fait. Mhm. Ça a été une poignée de professeurs qui ont eu la parole et qui ont fait du buzz, entre guillemets, mais globalement, moi, quand je discutais avec mes collègues au laboratoire, on était tous unanimes sur les mêmes idées. Donc, c'est plus ça, ouais. Alors c'est vrai. Tu as parlé aussi de désacraliser le monde de la recherche. Tu donnes l'image qui est, c'est vrai, très très en vogue dans la population, on va dire générale. Celui un peu du professeur Tournesol, un peu fou Mm. sur les bords, docteur Maboul, on peut employer les termes que l'on veut. Comment, selon toi, par quel procédé on devrait désacraliser la recherche? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre du public? Alors, déjà, des vidéos comme celle-là, je pense. Mhm. Et après, il y a de plus en plus d'événements et de portes ouvertes Mhm. et de journées scientifiques et de fêtes de la science où justement bah, on essaye de faire en sorte que le grand public puisse s'intéresser à ce qu'on fait et justement déclencher de nouvelles vocations, quoi. Donc c'est en cours. C'est pas encore ça, mais c'est en cours de changer l'image. Oui, je pense que ça sera long de changer l'image. Tu parles des portes ouvertes, etc. Il y a quand même pas beaucoup de portes. Alors, faites la Non, il n'y en science, a tout pas beaucoup. ça, c'est vrai, mais les portes ouvertes, on reçoit quand même assez peu de monde dans nos laboratoires, hein. Je veux dire, Mhm. le public vient pas dans nos labos. Non, Yes. après, nous, il y a beaucoup d'apprentis chercheurs, de ce genre Mhm. de choses Mhm. qui sont au collège ou au lycée. Donc déjà, enfin, on va dire qu'il y a des initiatives qui se mettent en Mhm. place pour essayer d'inciter au moins auprès des jeunes en fait. Ça serait bien d'élargir encore plus, mais déjà auprès des jeunes, il y a quand même des choses qui essaient de changer.
Ok. À Lausanne, j'ai pas vu ça, mais c'est bien qu'à Ouais, Montpellier ou en France ce soit fait. Et le dernier point là par rapport à tes réponses, tu as une image que j'ai trouvée ouais, très intéressante. Fondation d'une maison, parlant de ouais, recherche publique fondamentale. Je trouve que c'est tout à fait juste, hein. Je pense que sans la recherche fondamentale, on ne s'en sort pas, même si les applications viennent des années plus tard. c'est ça. Quand on parle de ça, je prends toujours l'histoire de la relativité. La relativité, c'est très théorique, mais 70 ans après la relativité, on a les GPS qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'on utilise tous les jours la théorie de la relativité lorsqu'on se positionne sur Google, sur son téléphone. Et on voit que la pratique est venue, Einstein était mort depuis longtemps, quoi, hein. Quelle différence tu fais entre la recherche fondamentale publique et la recherche plus appliquée, bon, qui est aussi publique pour une partie, mais qui est surtout faite en entreprise? Alors, j'ai jamais eu d'expérience pour le coup Mhm. en entreprise, donc je vais pas parler de ce que je ne sais pas. Mais je, je, le fait que nous, il n'y ait pas forcément de but lucratif, alors ça peut être bien et Mhm. pas bien, parce que du coup, bah, on peut être focalisé sur des choses qui vont pas forcément servir à l'avenir. Et inversement, dans l'autre sens, quand je pense plutôt à des grosses boîtes qu'à des petites Mhm. startups, Mhm. Bien sûr. parce que je pense que c'est Mhm. un bon compromis aussi, justement, entre recherche et entreprise. Et bah, c'est plus de la production sans forcément comprendre comment ça marche. Et j'avoue que moi, ça m'intéressait moins. Je voulais plus comprendre comment les choses marchaient D'accord. plutôt que d'utiliser quelque chose en disant, bon, ça marche, mais on sait pas comment. Voilà, moi, c'est plus comprendre comment ça marche qui m'intéresse, quoi. Alors, c'est intéressant, je vais te poser une question qui n'est pas du tout là-dedans, et c'est une question qui me vient tout d'un coup en tête. En fait, plus tu parles, plus j'ai des questions qui viennent. Je pense ça va durer 3 heures le truc, l'interview. Alors, tu n'es peut-être pas au courant parce qu'en fait, il y a assez peu de gens qui le sont. En ce moment, il y a le procès en appel du dossier Mediator Mm. qui a commencé en février. Ok. Il y a des livres qui sortent en ce moment qui sont très intéressants. Alors, une chose, puisque je parle des livres, les livres dont je parle, c'est bien évidemment celui-là, je vous en ai déjà fait un short, La santé en bande organisée, qui revient, c'est Anne Rouen, qui est la journaliste du Figaro qui a révélé l'affaire Mediator, et le professeur Christian Richer, qui lui faisait sortir des dossiers de l'AFSAPS pour les présenter à la journaliste Anne Rouen, je vous avais déjà parlé de ce livre. Et puis, il y a avec Irène Franchon, qui est la personne, la pneumologue qui a dévoilé tout ce qu'il y avait et qui avait écrit le livre Mediator Combien de morts. Il y a une BD qui est sortie il y a 2-3 mois de ça, qui revient sur pas seulement le Mediator, mais Servier. Donc voilà, c'est ces livres dont je parle. Ces livres, celui-là, il date du mois de novembre l'an dernier, je crois, et celui-là du mois de janvier de cette année. Je vous invite à les lire, vraiment. Ok. Je suis en 2010, j'ai commencé les stages et puis je suis tombé là-dedans. C'est pas, c'est Oui, comme oui, ça. bah oui. Ouais. Donc en fait, je m'intéresse beaucoup à l'affaire Mediator parce que je l'ai connu dès le début. Là, il y a le procès en appel et il y a une question qui se pose et c'est les entreprises pharmaceutiques, mais aussi l'État qui se pose cette question sur les personnes qui vont on va dire par qui le scandale arrive, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui font des dossiers. On peut parler de tous ces professeurs qui ont travaillé sur l'affaire Mediator et qui ont permis à ce que l'affaire Mediator sorte dans le public et à ce que le Mediator ne soit plus mis en place sur le marché. Mm. Aujourd'hui, même dans le procès en appel, alors que l'affaire Mediator a commencé en 2010, enfin pour le grand public, en réalité ça a commencé en 2009, mais on va dire pour le grand public, on est en 2023, il y a toujours des insultes et même c'est le journal du praticien ou du médecin, enfin je ne sais plus lequel des deux, avait titré, c'était en février, à la veille du procès, veuillez vous taire, madame, je ne dis pas son nom, mais la personne, parce que je ne me souviens plus, mais la personne qui a été l'une des premières en fait à dénoncer le Mediator. Est-ce que tu penses que le monde de la recherche ne devrait pas protéger ces lanceurs d'alerte, les instituts, l'État? Est-ce que tu penses qu'ils sont utiles à la recherche? Est-ce que voilà, c'est une question. Comme tu parlais des entreprises, ça m'a fait venir là-dessus et puis. Ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr que c'est essentiel parce que bah, il y a des vies en fait qui sont en jeu, donc Mhm, forcément mhm. on peut pas ignorer ça. Et une fois de plus, c'est plus une question là aussi de production et d'argent.
qui est derrière et qui fait tous ces problèmes-là, quoi. Oui. Donc, oui, non, heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte et heureusement que justement, il y a des possibilités de retirer des médicaments qui sont sur le marché si ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça, c'est Ouais. quelque chose d'important parce qu'on est un peu dans ce mouvement-là en ce moment et puis Ouais. il y a beaucoup d'insultes qui se font. Oui. On parle justement de lanceur d'alerte et je parle de cette pneumologue. Alors, je ne dis pas son nom parce que je l'ai oublié, mais je l'écrirai. Ouais. Donc, c'est une dame qui était dans la recherche, qui était médecin. Toi, tu es aussi une jeune femme dans la recherche. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le monde de la recherche? Alors, si je réponds de manière globale, la réponse est oui. Après, personnellement, moi, jusqu'à maintenant, sous du bois, j'ai eu beaucoup de chance de tomber vraiment et d'être entourée de personnes bienveillantes. Donc, j'ai pas eu de problème avec mes collègues de travail ou avec mes responsables au-dessus, enfin mes chefs ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que je connais beaucoup de femmes qui ont eu justement des problèmes de collègues, avec leurs collègues, de harcèlement, de critiques en tout genre. Et je pense que même en dehors de ça, en tant que femme dans la recherche, il faut quand même, enfin, on ne nous voit pas, nous, en tant que docteurs, chercheuses, etc. Et donc, il faut toujours faire valoir 2 fois plus, que ce soit en présentation, que ce soit en résultat, toujours faire valoir 2 fois plus ce qu'on vaut. Enfin, c'est pas vraiment, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais justifier 2 fois plus sa valeur, montrer qu'on est capable, montrer ses capacités, et pour pas que ça soit remis en question. Est-ce que tu Donc, trouves normal, j'avais eu cette réflexion là, cette année lorsqu'il y avait la journée des femmes dans la recherche, j'ai dit 120 ans après le prix de Marie Curie, le prix Nobel, puisque Marie Curie a été la première dame, la première femme à le gagner, c'était en 1903, je crois, 1905. 120 ans après ce prix, comment ça se fait que les femmes aient toujours besoin de justifier leur place dans la recherche? ah oui, bah, c'est une vraie question, c'est C'est vrai. aberrant, Parce qu'au enfin, je veux final, dire, c'est... ouais. Et heureusement, bon là, il y a eu Emmanuel Charpentier, donc ça fait des nouveaux rôles modèles, mais ça manque en fait de modèles féminins dans la recherche, ne serait-ce que pour donner l'envie aux jeunes femmes d'aller jusqu'au bout. Et après, j'avais vu une étude qui justement disait que, en gros, on est à peu près 50-50 jusqu'au master entre hommes et femmes. En fait, plus ça avance après thèse, post-doc et après du coup post et post à responsabilité. Et là, il y a un écrémage en fait des femmes qui vont pas aller du tout vers les postes à responsabilité ou justement vers le post-doc et qui vont s'arrêter plus tôt parce que peut-être pas se sentir à la hauteur ou pression sociale, etc. Et ouais, il faudrait retrouver les chiffres et c'était hyper intéressant parce que pour le coup, il y avait pas photo. Qu'il y avait vraiment une disparition totale des femmes au fur et à mesure qu'on montait en fait dans l'échelle. Alors, je ne savais pas du tout. Alors là, voilà, je viens d'apprendre. J'essaierai de te retrouver Ah, bon, mais alors je suis Ouais. surpris le truc, mais d'accord, ok. J'avais Alors, vu peut-être des... nous, en biologie, c'est moins représentatif parce qu'il y a quand même pas mal de femmes. Mais là, c'était un truc recherche Oui, globale. global. Et ouais, voilà. Ce que je savais, j'avais vu un graphe passer, mais je crois que c'était en présentation, je suis pas sûr que ce soit en publication, où en fait, il comparait le nombre de femmes dans la recherche, mais comme tu dis, après un certain stade, c'est-à-dire après la thèse, en proportion par rapport aux hommes. Et c'est vrai que ça variait aussi beaucoup selon les pays. Et en Europe, c'était pas tant que ça au final. Ouais. Les femmes étaient un peu plus représentées en Asie, etc. Et en Europe, il y avait quand même. Ah ouais, c'est assez. Non, mais je savais pas. Ouais, j'essaie de retrouver le. Toi, tu parles d'une chose qui est intéressante, c'est de modèles. Euh, on a parlé tout à l'heure de la vocation scientifique. Est-ce que la vocation a besoin de modèles pour pouvoir continuer à aller de l'avant ou comment tu le Bah, ressens ça? je pense que ça peut aider. Ok. Ça peut aider, ça peut inspirer et ça peut, notamment, justement, s'il y a ce doute de je suis pas capable,
bah, en fait, de se rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas super-héros, qui est comme Mhm. nous, et qui n'avait pas forcément les outils pour faire ça à la base, pas forcément le cadre familial pour faire ça, et en fait, c'est possible. Et plus pour montrer qu'il ne faut pas s'auto-limiter, finalement, Mhm. euh, en montrant qu'il y a des gens qui sont comme nous et qui réussissent, en fait. Enfin, D'accord. réussissent, Ouais, entre ouais. guillemets. Mais voilà. Tu parlais d'ailleurs de la prix Nobel de biologie. L'an dernier, la médaille Field, il y a eu une co-médaille Field avec une Ukrainienne. Je ne sais pas si tu le savais. Il faut que je retrouve Ouais, le j'ai nom. vu passer. Ouais, ouais. C'était une dame qui l'a gagné. Alors, alors pour les femmes dans la recherche, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Il faudrait quasiment faire une vidéo spécialement là-dessus. Alors, ce que je propose, si jamais l'interview de ce soir t'intéresse et si tu veux repasser, ça serait qu'on essaie de trouver 3 ou 4 femmes qui viennent discuter justement des femmes dans la recherche, etc. Je pense que ça peut être très intéressant. Carrément. Euh, ça peut être des vidéos intéressantes parce que c'est vrai, bon, tous les chiffres que tu dis, je les connaissais pas et c'est un sujet dont on parle assez peu finalement et qui. Alors, je sais pas, c'est parce que je suis un homme que je suis un peu. Là, tu vois, j'ai un peu du mal à reprendre Non, mais ce t'en que veux pas. tu dis. Mais c'est vrai Mais. on fait moins gaffe, mais et finalement, même moi, comme j'ai pas eu de problème directement, Mhm. c'est vraiment en discutant avec d'autres femmes et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment eu de la chance pour le coup, parce que il y en a plein qui ont été complètement Mhm. découragés, dégoûtés de la recherche à cause de ça, quoi. Donc, c'est dommage, quoi. On a un peu d'actualité à Lausanne. Il y a une histoire qui avait fait d'ailleurs il y a une semaine, 10 jours, la une de Science. C'est un professeur, lui, il travaille les fourmis. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, entomologue, je crois qu'on dit, Ouais, qui a 61, 62 ans, qui était presque en lice pour le prix Nobel. C'est-à-dire quelqu'un de très connu dans le domaine, qui a beaucoup ok. publié. Et tu sais, souvent, il y a des noms pour les futurs prix Nobel qui sont Oui, un peu en tête. Il a été renvoyé par l'UNI le mois dernier pour cause de harcèlement. Et ça avait fait la une de Science en disant comment un professeur comme ça, enfin, beaucoup de gens ouais, sont ouais. tombés des nues en fait en disant il y a un truc qui coince. Et tu vois, on est dans l'actualité parce que voilà, Lausanne, ça fait un mois que tout le monde parle un peu de cette histoire parce qu'un professeur. C'est bien parce que pour le coup, c'est rare. Généralement, peu importe, enfin, à part, c'est rare que les personnes, justement, perdent leur position, quoi. Hmm. Mm, Souvent, les personnes, c'est un peu comme dans le monde de l'église, souvent les personnes sont changées d'un endroit à l'autre. c'est ça. Alors justement, on va rester avec les dames, on va parler d'Annabelle. Alors, tu racontes l'histoire d'Annabelle dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure ou dans une autre, enfin, dans l'une des deux, mais je mettrai les deux en lien. Alors, au-delà de cette histoire, pourquoi as-tu décidé de travailler en cancérologie? Tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, ceci dit. Ouais, Et plus précisément, quel est ton projet? Et sinon, la cancérologie, est-ce qu'il y a d'autres domaines en biologie qui t'intéressent, enfin, des choses qui ok. auraient été. Du coup, c'est vrai que l'histoire d'Annabelle, c'était pour le concours ma thèse en 180 secondes. Donc, il Est-ce qu'elle est fallait. vraie, cette histoire? Elle est pas vraie. Elle est pas vraie, mais vu le village d'où je viens, ça aurait été On possible coupe le complètement. mythe. Ouais, non, Casse le mythe. malheureusement, Annabelle n'a pas été sauvée. Du coup, donc, ouais, je travaillais en thèse sur un parasite qui s'appelle Teleria, qui est un cousin des parasites humains, donc Toxoplasma et Plasmodium, qui sont un peu plus connus, parce qu'ils sont un peu plus méchants, entre guillemets. En fait, la particularité de ce parasite, et c'est pour ça que nous, on l'utilisait comme modèle d'étude, c'est qu'il rend la cellule qui l'infecte cancéreuse. Et D'accord. les cellules qui l'infectent, c'est des cellules bovines, Mhm. et plus particulièrement du système immunitaire bovin. Et donc moi, mon projet de thèse, c'était donc à partir de ces cellules qui sont devenues cancéreuses, tester des nouvelles molécules qui jouent sur l'épigénétique et essayer de voir si on arrivait à éliminer le parasite et faire redevenir, entre guillemets, la cellule normale. Ok. Voilà, donc c'était décancériser la cellule en éliminant le parasite, pour résumer. Et Tu as parlé donc, d'épigénétique. Est-ce que tu pourrais oui, expliquer pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est l'épigénétique? oui. Alors, en gros, l'épigénétique, donc on sait que la génétique, c'est la séquence d'ADN. Mhm. Et l'épigénétique, c'est les facteurs qui vont venir sur cette séquence d'ADN
réguler l'expression des gènes, donc c'est-à-dire dire à un gène à un moment T, exprime-toi, ou au contraire, ne t'exprime pas. Et on va dire qu'en termes de molécules et de traitement, c'est quelque chose qui peut être ciblé plus facilement parce que justement, ce n'est pas dans l'ADN de toutes nos cellules et c'est des facteurs qui eux-mêmes viennent s'accrocher et se décrocher. Donc, on peut plus facilement jouer avec des inhibiteurs ou au contraire des activateurs pour réguler cette expression de gènes. Voilà. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'essais cliniques justement en cancérologie avec des inhibiteurs d'enzymes épigénétiques. D'accord, ça c'est intéressant. Et alors, oui, tu me disais notre domaine, du coup, j'ai pendant ma thèse, comme j'expliquais tout à l'heure, le projet, c'était un projet épigénétique cancérologie. Et au fur et à mesure, ça m'a amené à étudier un autre sujet qui est l'autophagie. C'est-à-dire se manger soi-même. Mais en gros, c'est des particules dans le cytoplasme des cellules qui grignotent les autres choses pour donner de l'énergie aux cellules. Et donc, cette partie-là, autophagie, m'a amené à collaborer avec ma nouvelle responsable de postdoc. Et donc qui, elle, travaille sur le VIH et l'autophagie. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon postdoc. Et maintenant, je travaille du coup en virologie sur le sida, quoi. Alors, la virologie, c'est très bien. Je vais passer à la question 9 parce que je trouve qu'on... non, pas à la question 9, oui. Non, attends. La question où je demande les 20%... Ah, voilà, question 8, pardon. Non, parce que je trouve qu'il y a une très bonne transition là et j'aimerais qu'on parle de ça. Tu as parlé de virus qui peuvent donner des cancers. Et dans ta présentation de thèse, justement celle de thèse en 180 secondes, où tu racontes la fameuse histoire d'Annabelle, tu dis que 20% des cancers humains sont d'origine infectieuse. Je voulais te demander quels sont ces cancers. Mais il y a une question aussi que je voudrais te poser qui est d'actualité et ce que tu disais là m'a fait penser à ça. Tu sais que le gouvernement français, rend obligatoire la vaccination HPV pour toutes les personnes, y compris les garçons. Et il y a des polémiques qui viennent toujours du même côté du bord politique, extrême droite, et qui refusent la vaccination des garçons. Alors voilà, la question est double. Donc 20% des cancers humains qui sont d'origine infectieuse, quels sont ces cancers? Et qu'est-ce que tu penses de ces polémiques, sans faire de politique, mais scientifiquement, sur ce vaccin que l'extrême droite refuse aux garçons, enfin, ne veut pas faire vacciner les garçons? Oui, concernant le HPV, en fait les garçons, c'est tout simplement déjà pour limiter la transmission. Donc c'est comme pour tout, si on vaccine qu'une moitié de la population, il y aura une moitié de personnes qui seront entre guillemets tranquilles et l'autre moitié pourra toujours transmettre. Donc certes, eux ne vont pas développer la même maladie parce qu'il faut un système létal féminin, mais ils sont toujours porteurs et ils pourront toujours la transmettre. Donc effectivement, il y a des débats qui ne devraient pas en être. Ça, c'est très intéressant comme expression. Il y a des débats qui ne devraient pas en être. Et on parlait tout à l'heure de faire rentrer un peu le monde de la science, de désacraliser le monde de la science envers les gens. Ces débats, est-ce que tu ne penses pas que si les gens comprenaient un peu mieux ce qu'on faisait, ce qu'est la recherche et la science, ces débats n'auraient pas lieu finalement? Oui, et ça, j'avais prévu d'en parler justement quand tu me demandais la désinformation scientifique sur Internet et tout ça. Et moi, à ma petite échelle, j'avais justement essayé pendant la pandémie, de faire une petite page Instagram où je faisais des petites publications et après, j'interviewais des thésards aussi juste pour désacraliser ce qu'on disait tout à l'heure et expliquer en gros des bases parce que quand on ne sait pas, on peut croire tout ce qu'on nous dit. Oui. Alors que si juste on a des informations de base, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être aberrantes et d'autres un peu moins. Donc, je pense qu'il manque juste des faits qui ne devraient pas être rediscutés et que tout le monde devrait un peu savoir. Et à partir de là, chacun pourrait se faire sa propre opinion, mais qui au moins toujours ce socle qui, en gros, soit pas remis en question. Alors certes, la science, c'est remettre en question tout, mais là, il y a quand même des choses où maintenant, on sait comment ça marche et sur lesquelles on peut nous faire confiance. Et du coup, je me disais, oui, voilà, rien qu'avec des petits trucs simples, des petites vidéos, des petits trucs, donner
aux gens des bouts d'informations qui leur permettent après justement de mieux appréhender l'actualité et de un peu plus faire confiance à la science, quoi. De la culture générale scientifique, Scientifique. voilà. Voilà, exactement. Il y a une expression, je ne sais pas si tu le connais, du professeur Étienne Klein, qui est physicien, qui me vient en tête. Il dit parfois, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on sait, mais jamais comment on a su. Est-ce que tu penses aussi, alors je ne sais pas si tu avais prévu de parler de tout ça sur je mélange un peu tout, mais ça me vient en tête chaque fois que tu parles, tu dis des choses très intéressantes. Et est-ce que tu penses que si on expliquait aussi aux gens les méthodes d'acquisition des connaissances, il y aurait moins de questions sur ces techniques-là? Et j'ai envie de prendre un exemple, c'est toute la discussion qu'il y a eu sur les cycles PCR, 35 cycles, 50 cycles, 100 cycles. On a des gens qui m'ont parlé de 500 cycles, enfin des trucs. Je me suis dit, la PCR dure 10 jours. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de dire il faut, au-delà de savoir qu'est-ce qu'on sait, savoir comment on a su? Clairement. Et puis, une fois de plus, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y avait pas eu trop de positifs dans la pandémie, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont pris des initiatives justement pour essayer d'expliquer comment on a su. J'avais vu notamment sur les histoires de la PCR des vidéos qui expliquaient comment ça marchait, comment on avait su, comment on trouvait déjà la PCR, comment nous on l'avait adapté à nos utilisations. Et ouais, je pense qu'effectivement, si les gens prenaient le temps d'écouter ça, et si nous aussi, de notre côté, c'était pour ça, on doit aussi apporter, et justement pas rester dans notre coin, mais essayer justement de dire, bon, ça, nous, c'est la routine, on en fait tous les 2 jours, et en fait, c'est pas évident du tout, et pour nous faire confiance, il faut que ça soit un échange, et il faut aussi partager comment on a su, ce qu'on sait, pour pouvoir avoir un retour, quoi. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, je fais un peu de pub, mais je pense que les gens le connaissent, c'est Hervé Saïd, qui est de Montpellier. Oui. Et sur ta page Instagram, si tu me donnes le lien, je le mettrai en description, comme ça les gens pourront aussi aller voir. Alors j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait parce que c'est nouvelle vie, nouveau postdoc, j'ai eu un peu moins de temps, mais je compte m'y remettre bientôt, ouais. C'est important, je pense, la vulgarisation. Ouais. Alors, tu disais 20% des cancers humains sont d'origine infectieuse, donc 80% ne le sont pas. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Quels sont les cancers d'origine infectieuse, etc.? Ouais, bon, on en a parlé. Donc, il y a il y a plusieurs micro-organismes qui peuvent être responsables de cancer, que ce soit bactéries, virus ou même parasites. Du coup, même si c'était pas un cancer humain, ça reste un type de cancer. Ou tout simplement, via l'infection, il va y avoir l'activation d'oncogènes, donc de gènes qui vont être responsables de tumeurs. Ou ça va être justement une particule virale qui va s'insérer dans le génome et qui va faire que plus tard, ça va déclencher aussi un cancer. Donc, les exemples de cancer, on peut dire justement le HPV, on peut dire aussi HTLV, qui déclenche lymphome leucémie au niveau des lymphocytes T. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi hépatite B et C qui peuvent être responsables de cancer. Et après, il y a le cryptosporidium qui aussi est associé à des cancers du côlon. Qui est-ce que j'oublie? Le cancer du côlon, c'est dû à un virus? Ça, je ne savais pas. C'est une bactérie, non? Parasite, cryptosporidium. Parasite. Ouais. Ah non, je pensais que c'était plutôt l'alimentation. C'est hépatite B et C. Et après, il y a Epstein-Barr aussi, BV. Cancer plutôt, du coup, je pense que il me semble que c'était le larynx plutôt BV. Ok. Enfin voilà, il y a en fait plusieurs organes peuvent être touchés par différents types, que ce soit virus. Là, c'est beaucoup de virus, HTLV, Epstein-Barr, papillomavirus, hépatite B, C, c'est beaucoup de virus, mais il y a aussi des parasites et il y a une bactérie, j'ai plus le nom en tête, mais voilà. En gros, les trois gros types de micro-organismes peuvent être responsables de cancer. Et du coup, les 80%, il y a une grosse part qui est due donc à des mutations génétiques. Donc au niveau de l'ADN, ça, on en avait beaucoup entendu parler avec Angelina Jolie qui avait été séquencée au niveau pour le cancer du sein, en gros, et s'il y avait des gènes mutés du cancer, voilà.
et que c'était fait, qu'il y avait eu une ablation en fait, des seins parce qu'elle avait la mutation. D'accord. Donc, il y a des cancers où on sait que avoir une mutation sur tel gène peut favoriser le développement de cancer. Et après, ce qu'il y a de plus en plus, c'est du coup ce qu'on appelle les cancers liés à l'environnement. Et c'est là que l'épigénétique, justement, entre en jeu, parce que ça va être le stress, ça va être la nourriture, ça va être le tabagisme, ça va être enfin voilà, tout ce qui fait partie de notre environnement qui va faire que les fameux facteurs épigénétiques dont on parlait tout à l'heure qui viennent sur l'ADN vont se dérégler et vont venir activer des gènes qui, par exemple, ne devaient être activés que pendant le développement fœtal et qui vont faire que ça va se développer en cancer, quoi. C'est très intéressant ça. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, l'origine du cancer du côlon, je ne le savais pas. Merci pour ça. J'ai Et appris ce n'est pas la seule origine. C'est juste que on sait que ce type d'infection peut être associé. Voilà. Il y a plein d'autres raisons, malheureusement. Très bien. Alors, on va reprendre un peu le fil des questions. J'ai un peu sauté parce que, comme je te dis, tu parles et tu fais des choses intéressantes. Alors, je voulais parler du modèle. Oui. Je voulais parler du modèle. Alors ça, c'est quelque chose d'important dont j'ai un peu parlé sur la chaîne à l'époque où il y avait le Quick and Dirty d'Idriss Aberkan. Je ne sais pas si tu as connu cette polémique du Quick and Dirty. Bon, en gros, lui, il soutenait le professeur Raoult, puis il disait un modèle cellulaire ou un modèle humain, c'est pareil, il faut aller vite. Donc, ça marche sur cellule, ça marche sur humain, puis allons-y. Bon. Ouais. Mais comme le bonhomme est un média lui tout seul et que chaque fois qu'il parle, il y a 2 millions de gus qui l'écoutent, il faut quand même faire attention à ce qu'il raconte aussi. Ouais. Alors, le tien, là, celui que vous utilisez chez vous, en tout cas en test, c'était des cellules bovines. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce modèle? Et est-ce que ça permet d'avoir des données qui sont robustes, reproductibles, comparé aux animaux, par exemple? Est-ce que vous auriez pu directement travailler sur animaux, par exemple sur du tissu bovin, des organes bovins, la vache entière, ça me paraît un peu compliqué dans un labo, mais des tissus. Ouais, c'était la vache, c'était le rêve de mon chef, pour le coup, de pouvoir avoir une vache infectée, bon, pas au laboratoire, mais justement dans des locaux vétérinaires en banlieue parisienne. Mais bon, ça n'a pas pu se faire, pour l'instant en tout cas. En fait, Theileria est transmis par une tique qui est présente uniquement pour l'instant en Asie et en Afrique du Nord principalement. Donc déjà, pour accéder aux animaux malades en question, ce n'était pas le plus évident. Et pour ce qui est du coup du modèle, donc nous, c'était des lignées de cellules lymphocytaires ou macrophages du bovin. Et on avait donc la même lignée qui était soit infectée par le parasite, soit non infectée. Donc déjà, ça nous donnait un contrôle de la même lignée avec et sans parasite. On pouvait comparer justement l'effet du parasite sur la cellule. Et on avait plusieurs types cellulaires de la vache, donc, qui nous permettaient aussi de valider que ce qu'on trouvait, ce n'était pas uniquement vrai dans ce lymphocyte T, c'était aussi vrai dans les autres cellules du système immunitaire. Après, c'est évident que le niveau cellulaire, c'est un extrait de ce qui est la réalité, mais une fois de plus, malheureusement, surtout sur une thèse comme ça de 3 ans, avant de pouvoir passer soit à l'humain, soit au modèle animal, il y a énormément d'étapes. Ce que nous, on aurait aimé faire, c'est déjà de passer un modèle murin pour que ce soit déjà sur du vivant. Donc ça c'est un entre-deux, on va dire, qui reste un compromis beaucoup plus possible, je pense. Voilà, et qui reflète un peu mieux, parce que maintenant, il y a énormément de modèles murins, donc il y en a des humanisés, donc voilà. Toi, tu travailles maintenant là en postdoc sur des animaux, sur un modèle de rongeur? Là, je travaille sur un modèle cellulaire aussi, mais on reçoit, en fait, on a des cellules primaires directement de l'EFS, en fait, qui nous envoient du sang. Établissement français du sang, il faut préciser. Voilà, pardon. Qui nous envoie donc des poches de sang. Donc, en gros, on travaille sur. C'est un peu plus concret quand on travaille sur ces cellules T qu'on appelle primaires, parce que justement, elles viennent directement de sang.
pas forcément de patients, du coup, mais de sang de la population. Mhm. Et donc, ce qu'on voit, nous, dans nos lignées qui sont en culture, on va dire, en routine, on les valide sur des cellules comme ça primaires. Et le VIH, c'est un peu plus délicat à étudier, du coup. Oui, Et les niveaux, en fait, on travaille déjà dans des pièces avec des niveaux de sécurité élevés. C'est toute une organisation où on est extrêmement équipé, on ne peut pas sortir les cellules comme ça, il y a tous des processus de décontamination, etc. Donc, avant de pouvoir faire des animaux affectés, enfin voilà, ça serait une logistique, on va dire, plus compliqué. assez lourde. Ouais, voilà. C'est dans un P3 que tu travailles ou en P4 hein? P3, là. P3. Et c'est un pseudovirus que vous utilisez pour le VIH ou c'est le VIH en tant que tel? Alors, on a les deux. Ok, Ouais. ok. Souvent, on fait les premières manips sur un pseudo et puis Mhm. ensuite on valide sur le wild type, enfin sur le virus, le vrai, entre guillemets. D'accord. Alors, je te poserai pas la question que tout le monde se pose. Bon, peut-être si je vais te la poser, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Le SARS-CoV-2, vu ce que tu connais d'un P3, il a pu sortir d'un laboratoire où ça paraît trop compliqué? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas encore passé mon examen pour avoir l'autorisation de rentrer seule dans un D'accord. P3. Mhm. Donc, parce que justement, il faut d'entrer accompagné avec Ok. différentes personnes. Enfin, il y a une quantité de règles de Mhm. sécurité, etc., que ce soit dans l'entrée ou dans la sortie. Euh, Si elles sont respectées, normalement, il ne devrait pas y avoir le moindre problème. Après, je ne sais pas comment. Enfin, c'est un peu chacun a sa conscience aussi et sa manière de travailler. En théorie, si on respecte le fonctionnement d'un P3 et si on fait en conscience on travaille avec des pathogènes quand même qui peuvent Mhm. être dangereux, il n'y a aucune raison que ça puisse sortir. Ok. Tu parles Bon, je précise que la science, j'ai encore fait une vidéo ce matin parce qu'il y a toujours des nouvelles données. Pour la science, c'est une zoonose, donc ça vient pas d'un labo, mais il y a tellement de choses qui circulent sur Internet. Oui, oui, Tu as parlé d'un examen pour être seul dans un P3. oui. Combien, alors, cet examen, est-ce que tu pourrais nous le décrire? Tu l'as pas passé, mais est-ce que tu sais enfin, à peu près ce que c'est comme, quel type de démarche vous devez faire, d'expérimentation, je sais pas, de théorie? Oui, alors bah, justement, le but, c'est de faire comme si on rentrait seul Mhm. dans le P3. Donc, il faut se noter sur un carnet parce que justement, si on le surveille qui rentre et qui sort, il y a une empreinte digitale pour pouvoir rentrer, il y a plusieurs sas de décompression. Ensuite, il faut mettre un équipement dans un certain ordre avec plein d'étapes, lunettes, gants, double paire Mhm. de gants, enfin voilà. Et puis après, en fait, on va juste montrer une expérience qu'on va faire classiquement dans un P3. Et en même temps, le responsable va nous poser toutes les questions liées associées à la sécurité, associées aux D'accord. gestes qu'on doit faire ou pas, si on se renverse quelque chose, si on se blesse, si quelqu'un fait un malaise, s'il y a un feu, tout en manipant, Ok. justement, pour essayer de voir si on n'est De pas stabiliser. déconcentré, voilà exactement. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire justement pour décontaminer un échantillon avant de sortir? Quels sont les virus les plus infectionnels? Enfin, un peu de tout. Alors, question là-dessus, je suis intéressé parce que j'ai jamais travaillé dans un P3 à P4, enfin, je connais pas du tout. Euh, les règles pour les animaux, par contre, je travaille les animaux, les règles pour les animaux sont nationales. C'est-à-dire Mhm. qu'en Suisse, par exemple, il n'y a pas les mêmes règles qu'en France, qui peut avoir des règles différentes en Allemagne. Il y a un socle commun européen, mais on va dire le détail est national. Est-ce que pour un P3, de ce que tu connais, est-ce qu'il y a des directives européennes ou est-ce que c'est chaque pays qui fait ses propres directives? J'avoue que j'en ai pas la moindre idée. D'accord. Euh, je, je pense qu'aussi, il doit y avoir des directives de base, à mon Mhm. avis. Et après, les laboratoires ont tous des comités hygiène et sécurité, etc. Mhm. et des responsables de ces pièces qui vont aussi, en fonction de la logistique, je pense, réadapter ces règles de sécurité à leur situation.
D'accord. Non, je posais la question, voilà, parce que je sais pas, ouais. je connais pas du tout ce milieu-là et je trouve très intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense que ça peut intéresser aussi les gens qui Et oui. Bon, écoutent moi, de j'avoue que ça fait que comprendre. trois petits mois là que je découvre ce monde aussi, donc c'est vrai que j'ai pas encore toutes les réponses. Mais déjà, tu en connais pas mal et c'est intéressant de le voir. Euh, alors, j'avais une question justement sur les méthodes. Tu parlais de P3 et la question que je me pose moi, à laquelle je n'ai pas la réponse, hein, mais je pose ça à tous les chercheurs qui viennent, c'est-à-dire que tu es la troisième donc, parce qu'il n'y a pas de chercheur. Est-ce que le chercheur est en train de devenir un super technicien? Je parle de l'évolution des techniques. On parlait de projet tout à l'heure, de pouvoir réfléchir à un projet, mais il faut aussi pouvoir réfléchir à la méthode elle-même. Et je donne mon point de vue, mais ça n'est que mon point de vue. Je n'ai pas de certitude sur ce que je raconte. Quand je vois des étudiants maintenant, par exemple, on va faire des extractions avec les kits d'ARN, d'ADN, quelque chose de simple. Ils vont suivre les étapes du protocole, mais pas forcément comprendre les étapes du protocole. Est-ce que toi, voilà, tu as le même sentiment qu'on devient des super techniciens sans forcément comprendre chaque partie du protocole? Est-ce que c'est pas un risque plus tard de manquer dans les projets de recherche, de réfléchir vraiment sur les protocoles, les méthodes, enfin? Oui, alors je pense oui et non, parce que c'est vrai que c'est un peu la facilité avec, par exemple, les kits où on a qu'à mélanger le A avec le B sans savoir qui est A et qui est B. Moi, la première, hein, d'ailleurs, je me place pas du tout hors de cette catégorie parce que pour le coup, quand on a beaucoup de manip, on va faire. Mais c'est vrai que surtout, je pense au niveau des stages, c'est bien de, à ce moment-là, poser un peu les bases et dire, bon, pour faire une extraction d'ARN, en fait, ou d'ADN, peu importe, on veut qu'il y ait ça, ça et ça, et on a besoin qu'il y ait ça. Alors après, si telle marque ou telle marque fait un kit où on peut avoir tout en même temps, tant mieux, mais savoir comment ça marche, même si la façon de faire après est accélérée. Et alors, super technicien, moi j'aurais plus dit, du coup, pour le coup, on doit avoir un panel de connaissances qui s'élargit toujours plus. Et en fait, avoir autant de connaissances en biocell qu'en biologie moléculaire, qu'en biochimie, qu'en protéomique. Enfin, voilà. Et parce qu'il faut toujours justement surenchérir et proposer un panel complet sur un projet. Et c'est plus sur ça que j'aurais dit plutôt super technicien. Parce que après, même s'il y a de plus en plus de choses automatisées, je pense qu'il y a toujours besoin de l'humain justement pour ne serait-ce qu'une analyse, un résultat, un chiffre. S'il n'y a pas un cerveau derrière pour dire à quoi il correspond ce chiffre, on n'irait pas bien loin non plus. Donc, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis et tu as parlé des omics, enfin, c'est le terme général. Et de l'analyse, est-ce qu'on ne génère pas trop de données avec ces techniques au point que ça devient presque non analysable? Oui. Oui, parce que ça rejoint ça. Au final, maintenant, il faut aussi avoir du coup la casquette bioinformaticien. Alors, il y en a de plus en plus maintenant dans les formations où il y a dans les masters directement de la bioinformatique. Mais moi, j'avoue que j'étais, on va dire, à la frontière justement avant ce switch où la bioinformatique était obligatoire. Et de moi-même, j'ai pas été forcément dans cette direction-là. Et après, derrière, j'ai dû justement faire une semaine de stage pour pouvoir analyser mon séquençage ARN parce que je ne savais pas comment le faire moi-même. Et même de ça, on se retrouve avec des milliers de gènes. Et comment faire le tri, enfin voilà, c'est toute une nouvelle science presque à apprendre, quoi. Alors, il y a un article qui est sorti au mois de janvier-février cette année, je te le dis, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est sorti dans The Lancet, où il regarde comment l'intelligence artificielle peut aider l'humain à traiter les données anomiques et notamment à sortir des maladies. C'est-à-dire que par exemple, bon, moi je travaille en endocrinologie, donc imaginons une maladie endocrine, le diabète. On sait qu'il y a plusieurs marqueurs A, B, C, D, je dis n'importe quoi. On fait des omics, donc génomiques, protéomiques, etc.
Et c'est l'intelligence artificielle qui va définir de toutes ces données s'il y a le diabète, s'il y a de nouveaux marqueurs qu'on n'aurait pas connus, nous, du diabète ou autre chose. Donc, il y a aussi quelque chose qui se fait maintenant où on dit l'humain n'est pas plus forcément derrière pour l'analyse, il peut être aidé par l'intelligence artificielle. Ouais. C'est quelque chose qui est assez nouveau puisque Ouais. l'un des premiers papiers qui soit sorti, c'est cette année 2023 où ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser tout ça. Donc, on est dans l'actualité, ouais. Personne, je pense, sait exactement ce que sera le futur. C'est ça. Là-dessus, c'est toujours compliqué de voir le futur. Il y a ChatGPT, ceci dit, qui commence à être utilisé de plus en plus pour l'écriture d'articles. J'ai vu. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu en penses de ça, d'ailleurs? Alors, moi, j'avais pas vu pour la rédaction d'articles. J'avais vu, bon, c'était plus pour rigoler, pour des lettres de motivation et tout ça. Et moi, personnel, enfin, je pense que ce genre de choses, quand même, c'est personnel. Et que justement, ce qui fait la différence, c'est d'apporter sa touche personnelle. Alors, de mon point de vue, c'est un peu comme toutes les avancées. Il y a toujours du bon à prendre. Ça peut toujours être une source d'inspiration. Mais après, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on apporte nous. Donc, voilà. Faut trouver l'équilibre, en fait, comme pour tout. Ça peut aider, je pense, mais il faut aussi faire l'effort de... Alors, je suis d'accord. J'avais parlé de ça parce qu'il y a un éditeur, j'avais fait une courte... J'essaie de faire, en fait, tous les jours un peu des actualités scientifiques, donc je regarde un peu comment ça se fait. Je pense que c'était fin février ou début mars. Il y a un éditeur qui a annoncé, Nature en avait parlé parce qu'ils étaient tous un peu choqués, qu'il acceptait dorénavant les articles scientifiques où ChatGPT a aidé à l'écrire. Mais ChatGPT doit être mis en co-auteur. Wow. Ça paraît de la science-fiction, mais c'est le présent, c'est le réel. Maintenant, donc je sais pas qu'en penser à dire, ouais, Moi non plus. Voilà, j'ai pas d'idée. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas, mais. Ouais. Voilà, maintenant, bientôt, on verra des articles avec ChatGPT en co-auteur. Ça va être un peu bizarre. Dernier auteur. Dernier auteur. Alors, parlons de liberté. La liberté pour faire avancer un projet en thèse, elle est comment? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Une fois de plus, moi, j'ai été chanceuse d'avoir des encadrants qui m'ont fait confiance. Donc, j'ai été assez libre dans mes projets. Et après, voilà, plus le temps passe et plus on se permet aussi de prendre les libertés, entre guillemets. Et donc, de proposer nous-mêmes des expériences ou de dire, moi, j'ai plus envie de partir sur cette idée-là que sur l'autre. Voilà. Et si on apporte, bien sûr, s'il ne faut pas que ce soit complètement loufoque, que ça n'ait aucun sens, mais en apportant les arguments et en montrant aussi nos résultats et tout ça, j'ai jamais eu de problème pour qu'on me dise, allez, on y va, on part dans cette direction. Ne serait-ce qu'après, bien sûr, des problèmes budgétaires, si on me demande des analyses qui sont pas possibles en routine, quoi. Mais après, la liberté, moi, j'ai beaucoup apprécié, mais tout en gardant quand même un contact soit avec nos collègues de travail, soit avec mon responsable, parce qu'au final, s'isoler, c'est pas bon non plus, parce qu'il y a un moment donné où on est un peu la tête dans le guidon à faire nos manips, etc. Et on prend pas le recul nécessaire pour justement dire ah mince, mais il y avait ça aussi à côté, ça, et donc du coup, liberté oui, mais sans s'enfermer non plus dans un truc seul, quoi. Garder quand même le côté échange et conseil des autres. Il y a quelque chose que tu dis depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu parles de collaboration, de pas travailler seul, des collègues, etc. Oui. Je pense que le public a l'image aussi et ça c'est peut-être dû aussi aux bourses, de la recherche comme compétition. Comment on trouve la balance entre les deux, entre compétition et collaboration? En fait, là, il faut aussi trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, parce que si les personnes justement sont dans la compétition et juste à vouloir voler l'article du voisin, ça peut pas marcher, parce que faut trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit, de dire
voilà, on apporte tous une pierre à l'édifice et le but, c'est de faire avancer la science avec un grand S et pas... Bon, bien sûr, il faut manger. Donc, à un moment donné, il faut bien que le labo publie et puisse avoir de l'argent pour avoir des étudiants et pour pouvoir grossir et pour pouvoir acheter de quoi faire les expériences. Mais moi, les collaborations, je pense que c'est ultra important parce que justement, là aussi, la question super technicien, on n'est pas capable de pouvoir tout faire. Des fois, dans un laboratoire, on n'a pas tous les outils. Bah, même toi, que tu me disais par rapport à ton projet là, pendant le Covid, on ne peut pas avoir tous les outils pour mener à bien un projet. Et donc, de pouvoir avoir des gens qui apportent leur expertise aussi, je trouve que c'est génial pour le coup. Oui, et puis tu disais que ta thèse, ton postdoc, tu l'as trouvé par rapport à une collaboration de thèse. Ouais. Donc ça ouvre Voilà, aussi des perspectives pour complètement. l'avenir. Et là, je suis entièrement d'accord. On va passer à un article précis de ce que tu as écrit. Alors la revue, alors elle s'appelle, j'ai un accent en anglais qui est assez pourrave, alors Oui, non, tu mais me dire. je The, viens des PO, moi aussi, t'en fais pas. the clever strategies used by intracellular parasites to eject host gene expression. Je vais juste dire un truc par rapport à l'accent anglais. J'avais commencé sur la chaîne à faire des vidéos en anglais. Et il y a un professeur de mon département là, qui regarde souvent mes vidéos. J'avais sorti une vidéo, il m'a dit ne fais plus. Ne fais plus. Non, tu peux pas, t'es pas prêt, ne fais plus. Donc j'en fais plus. Mais moi, c'était espagnol, catalan à l'école. Donc l'anglais, j'ai pédalé aussi pour m'en mettre un peu à niveau. Oui, bah, Donc dans oui, cette revue, tu parlais des mécanismes. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement quelques mécanismes? Oui, bah après, je vais pas m'attarder parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on en parlait pour le cancer, mais en gros, les micro-organismes, ils sont capables de détourner l'hôte à leur avantage. Et ce, par de multiples façons. Donc moi, dans cette revue, on s'était concentré principalement sur des mécanismes épigénétiques parce que c'était... je travaillais dans l'unité d'épigénétique et destin cellulaire, donc voilà. Oui. Et par exemple, dans le parasite de ma thèse, Teleria, lui, il était capable de sécréter une protéine dans la cellule hôte. Et cette protéine, justement, elle allait activer un acteur épigénétique qui allait venir sur un gène qui s'appelle, peu importe le nom de ce gène, mais qui était un oncogène, et qui allait lui dire justement de s'activer pour transformer la cellule et la rendre cancéreuse. Okay. Et donc tout ça dans l'intérêt du parasite, parce que lui, son but, c'est de se répandre dans un maximum de cellules. Et comme les cellules cancéreuses, elles se divisent beaucoup plus vite qu'une cellule normale, mais il allait être dans beaucoup plus de cellules, beaucoup plus rapidement. Ok, ça c'est intéressant comme c'est sympa. Enfin c'est sympa, j'allais dire biologiquement en tout cas c'est quand même Ah mais beau comme c'est ingénieux mécanisme les quelque part. micro-organismes, ouais. Très ingénieux. Le type il dit sympa, il y a le type qui meurt du cancer, non mais biologiquement c'est vrai que Non mais c'est vrai. On va parler du prix. On est Ouais. là un peu plus sur, je pense aussi les femmes de la science et c'est intéressant. Le prix, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler de ce prix? Comment tu l'as gagné? Sur quel projet? Comment ça? Voilà. Ok. Du coup, c'est le prix Jeune Talent lauréat à l'UNESCO pour les femmes et la science. Alors moi, j'en avais entendu parler dans ma première année de thèse. Et j'avais dit à mon chef, celui-là, avant la fin, je postulerai. Et il m'a dit, tu sais, t'es pas la première et tu seras pas la dernière à postuler. Et bon, comme on est catalan, qu'on a un truc en tête, pas ailleurs. Et donc, les années sont passées. Et donc, la dernière année, je lui dis, bon, ben voilà, je vais tenter ma chance. Et ce qui est une vérité, c'est qu'ils reçoivent entre 800 et 1000 dossiers. Et c'est toutes des jeunes femmes on a toutes autant notre place, en fait, là, parce que c'est tous soit des parcours atypiques, soit des projets justement assez révolutionnaires. Et moi, mes petits parasites bovins, moi, je ne savais pas trop où me placer. Et finalement, donc, ça a marché parce que justement, ils se concentrent sur le projet de la thèse, sur la recherche en tant que telle, et si on a eu des publications, etc. Mais aussi sur la personnalité, sur comment on perçoit les choses, sur les choses, beaucoup sur les choses qu'on a fait en parallèle en fait de la thèse. Donc moi, j'avais donné des cours à la fac. J'avais fait des interventions dans les lycées, j'avais cette petite page de vidéo.
En gros, toutes les petites choses à côté, ma thèse en 180 secondes. On a fait Pint of Science aussi sur la vidéo justement. Donc en fait, voilà, un peu justement le côté promouvoir les sciences, ça a joué beaucoup aussi, je pense. Pas juste rester dans le labo et être sur son projet H24, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y avait le côté, ok, tu as publié, en gros, tu as bien travaillé pendant ta thèse, mais tu as aussi apporté autre chose, quoi. Et je pense que c'est ça qui a marché pour le coup. Et après, donc, ce prix en tant que tel, donc déjà, il y a une somme qui en thèse n'est pas négligeable. Et c'est un tremplin, ne serait-ce que pour la communauté, entre guillemets, scientifique, parce que ça me met quand même beaucoup en avant. Je pense que pour l'avenir, les post-doctorats et tout ça, ça a aidé aussi, peut-être pour recevoir les bourses. Et après, il y a beaucoup toujours, même maintenant, des workshops et des formations de leadership, d'empowering. Qui sont liés à ce prix. Oui. Ok. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, toujours des choses justement pour promouvoir les femmes en sciences et pour continuer à nous pousser finalement et pas juste s'arrêter, ok, on a le prix, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a tout un réseau en fait et même un site avec toutes les femmes dans le monde qui ont eu le prix et où on peut se contacter, etc. Donc, ça fait vraiment un réseau et ça fait vraiment des belles opportunités. Et donc moi, avec une partie du prix, j'ai pu me payer un DU en recherche clinique l'an dernier parce que justement, je me posais des questions où était la limite de ce qui me plaisait. J'ai su. La clinique, non, alors du coup. Du coup, non. Ok. Trop éloigné de la paillasse. J'aime la paillasse. On finit pas notre vie en général sur la paillasse quand on a fait une thèse. Je sais, mais j'y suis encore attachée. Et puis aussi, c'était par exemple payer des conférences, payer des congrès. Là, on est en train aussi de mettre en place justement des TP dans les écoles primaires. Et tout ça, c'est avec le prix. Ok. Voilà. C'est pas mal. Alors, tu disais, il y a à peu près 1000 personnes qui postulent. Est-ce que c'est juste sur dossier ou est-ce que vous devez faire des présentations, ce genre de choses? Non, alors c'est ça qui est assez dur. C'est qu'on a 2 pages pour présenter notre projet scientifique. Ok. Un CV. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de lettre de motivation. Donc, j'avais grugé et j'avais mis un petit paragraphe de 7 lignes sur moi dans mon CV. Des lettres de recommandation. Ok. Et oui, une budgétisation de qu'est-ce qu'on va faire justement de cette bourse. Ok. Donc, les projets avec cet argent. Voilà. Donc, il faut essayer de rendre ces choses qui sont un peu impersonnelles, justement faire que ça va être sorti du lot sur un grand nombre comme ça, quoi. C'est toujours chose compliquée. C'est vrai qu'il faut arriver à se vendre et les scientifiques n'arrivent pas forcément moi, pour le coup, j'avais été soutenue et on m'avait relu pas mal mon projet, justement en corrigeant toutes ces phrases où on est là, on se met pas du tout en avant et rajouter du superlatif presque à chaque phrase, quoi. Donc, ouais. Alors, c'est très intéressant ce prix. C'est vrai que le réseau, je pense que ça fait du bien quand on est jeune chercheur d'avoir un réseau, surtout s'il y a des anciennes personnes qui l'ont reçu, des anciennes femmes qui l'ont reçu, qui sont là. Ça peut être soutenir pour l'avenir. Ouais, ça peut être pas mal. Et pour le coup, ça rejoint aussi l'idée du rôle modèle parce que donc là, c'est un prix national, mais il est rattaché aussi à un prix international des jeunes chercheuses et il y a aussi le prix international des chercheuses tout court. Et par exemple, l'année dernière, on avait tout été invité à l'UNESCO pour justement pour la remise des prix des femmes chercheuses. Et moi, j'en connaissais une personnellement qui est Edith Heard, qui est la directrice de l'EMBL. C'est un gros institut en Allemagne. Et il y en a d'autres du coup en Italie, en Espagne et en France aussi d'ailleurs. Et du coup, là, c'était aussi le retour du coup rôle modèle. Ok, donc nous on a eu ça
Et en fait, bah, ça va plus loin, quoi, Oui, encore. oui. C'est- Non, c'est très bien. Je pense que c'est vraiment très bien. Alors, on va finir sur la science sur le net. On en a déjà beaucoup parlé Ouais. déjà dans cet entretien. Voilà, comment lutter contre la désinformation scientifique. Alors, je pense que ce genre de prix, ceci dit, ça permet de lutter aussi contre la désinformation scientifique parce que ça permet de promouvoir un peu la recherche des autres et puis la science, et je trouve que c'est intéressant. Et je pense qu'il faudrait plus de prix aussi pour les jeunes Ouais. chercheurs et que ça leur permette de développer de projets puis de se vendre sur Internet. Voilà, comment on lutte contre la Mais désinformation scientifique? On a un peu il parlé, il mais. y en a quelques-uns de prix, parce que moi, j'avais aussi eu un prix qui c'est Mhm, prolifique graines de chercheurs. Et après, oui, il m'avait invité, du coup, devant une salle de personnes enfin, qui ne faisaient pas du tout de mhm, recherche mhm, à venir mhm. présenter mon projet aussi, vulgariser. Et donc C'est ça, la vidéo qu'il y a sur le net. je Il y en a une de pense que 15 minutes, je crois, où vous êtes deux à parler. non. Alors ça Ok, c'était Pint of Science. ok, ça c'est Python Science. Ouais. Et celle-là, c'est prolifique. Je sais pas s'ils l'ont mis en ligne ou pas. Ou sur leur site peut-être juste. Mais c'est vrai que en fait souvent on se dit oh oui bon bah, de toute façon je l'aurai pas. Et puis bon ça va, je vais perdre du temps à faire ça et puis je Mhm, l'aurai pas. Et puis en fait bah, on passe des fois à côté d'opportunités en dehors de l'ego et du fait que ce soit un peu la concrétisation. Bah, moi, pour le coup, le prix L'Oréal, c'était un peu voilà, la concrétisation de 8 ou 9 années, je dirais, de sacrifice, dans le sens mhm, où partir à 17 ans, loin de chez soi, après à Paris, voilà, mhm. c'était pas forcément facile tout le temps. Et donc, ouais, c'était un peu de reconnaissance. C'est vrai que c'est toujours agréable, donc faut oser, quoi. Faut pas. Là non plus, finalement, faut pas forcément rester dans son coin parce que les choses, elles viendront jamais seules, quoi. Donc, Il faut oser. Je pense que c'est ouais, un mais bon c'est pas conseil. facile parce que justement, je pense pas que ça soit dans notre tempérament forcément à tous. Et moi, la première, et justement, moi, là aussi, j'ai été avec des gens qui m'ont poussé là-dedans. Donc, Mhm. ça aide aussi. Et puis, quand on voit que ça marche, après, tu te dis, bon, bah, pourquoi pas, du coup. Et ça, Ouais, après ça fait boule de neige et puis ensuite je vais voilà, essayer ça, je vais essayer ça. c'est ça. Non, félicitations pour ce parcours en tout cas. Merci beaucoup. C'est très inspirant. Je pense que sur Internet, les gens aiment bien les inspirations et tu vois, on parle Euh, de rôle modèle, regarde. Il y en a une nouvelle qui je, émerge. j'en dirai pas à ce stade, mais j'espère peut-être un jour. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, oui, non, j'ai pas répondu à ta question. Ben, il y a déjà beaucoup de réponses que tu avais données Oui, déjà avant, c'est vrai, c'est la vrai, désinformation a été un peu une c'est ligne vrai. dans cette interview. Mais Oui. si tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu disais ou des idées qui, Marie, un petit souci de téléphone. Juste en parlant de téléphone, quelque chose de très intéressant qui s'est passé cette semaine, hein. Ça vient avec la technique. C'est marrant parce que j'ai vu que c'est pas beaucoup diffusé. Le 5 avril, on a fêté les 50 ans du premier appel téléphonique avec un téléphone portable. Putain, ouais, c'est. 50 ans et l'histoire est assez folle. En fait, c'est Nokia qui a mis le premier téléphone en place. Et l'un des ingénieurs de chez Nokia, il est sur la 6e avenue à New York. Ah oui. Et il a son téléphone. Le téléphone fait 1,2 kg pour 28 cm, 25 minutes de batterie. Imaginez déjà l'engin. Et il ne sait pas qui appeler. Donc ça va être le premier téléphone avec un téléphone portable histoire. Il appelle un ingénieur qui est chez son concurrent. Je crois que c'est Dell, l'entreprise qui essayait de concurrencer Nokia. Et il lui dit, en gros, l'appel dure 1 minute. Je t'appelle avec un vrai téléphone portable. Ça ne sert à rien que vous dépensiez plus de sous. De toute façon, vous a grillé. En gros. Et voilà, c'était les 50 ans cette semaine, hein. Un peu, Donc, tu ouais. vois, on a des téléphones qui sont Intéressant. un peu plus petits, mais voilà, Mais qui nous lâche et après on est perdu. qui nous lâchent et après on est perdu. Donc, on était sur la désinformation. J'ai une question à te poser. On parlait de femmes, on parle de désinformation. Il y a un nom qui me vient en tête, peut-être tu ne connais pas. C'est Alexandra Arion-Code.
Alexandra Arion-Code, c'est une dame qui travaillait sur la génétique, qui a eu pour... on parlait d'Axel Kahn tout à l'heure, de sa phrase sur la croyance en son génie. Son directeur de thèse, c'était Axel Kahn. Et cette dame est devenue très anti-vax. Elle a sorti un livre qui s'appelle Les apprentis sorciers. Et rien que le titre, déjà, on a ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon dont les gens nous voyaient un peu chercheur fou, qui s'appelle Les apprentis sorciers, qui est sorti le 8 mars, date symbolique, chez Albin Michel. En 3 semaines, il s'est vendu 100 000 exemplaires. C'est un best-seller. Oh là là. Ce livre est un livre anti-vax. Ok. Qu'est-ce que cela t'inspire qu'un livre anti-vax soit vendu avec autant d'exemplaires en 3 semaines? Qu'est-ce que cela dit des gens de notre société, de la façon dont la science est perçue? Enfin, je ne sais pas toutes les interprétations qu'on pourrait en tirer, mais qu'est-ce que toi, ça t'inspire? J'avoue que faire de la peine, c'est un peu exagéré, mais c'est presque ça en fait. Parce que, je veux dire, nous, on est des centaines de milliers à faire en sorte justement d'apporter un peu de connaissances, d'essayer de trouver la vérité, du moins de comprendre des choses qui n'avaient pas été comprises auparavant et de mettre en lumière des nouveaux événements, des nouvelles choses en fait. Et en fait, qu'au sein de cette communauté, il y a des gens qui prennent le contre-pied à ce point et qui nous décrédibilisent complètement. Ouais, je trouve ça, enfin, je comprends pas, tout simplement, en fait. Je comprends pas du tout et je comprends pas l'intérêt non plus de faire ça. Oui, non, mais enfin. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante de l'intérêt. Je rigole un peu avec les sous. Bon, elle a affirmé, mais comme je ne crois pas 3 mots de ce qu'elle raconte, qu'elle donnerait aux médecins suspendus, tu sais, aux soignants qui ont été suspendus parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. L'intérêt, beaucoup de gens ne le comprennent pas et je ne suis pas certaine de comprendre non plus. Il y a un point que je n'ai pas dit sur cette dame et qui finit un petit peu le portrait. Depuis 2014-2015, elle est tombée dans l'intégrisme religieux. Est-ce que tu penses que religion et science peuvent faire bon ménage? C'est des questions difficiles. Hein, mais... Ouais, mais c'est hyper intéressant et en fait, j'ai eu des discussions justement avec mon chef de thèse qui, lui, où justement la religion fait partie intégrante de sa vie et qui est un excellent scientifique, qui est du génie presque dans les idées, quoi, ça fuse. Et donc, moi, j'ai été élevée plutôt aussi un mix entre deux, on va dire. Mais plus ça avançait, plus, avec ce que j'ai appris, notamment par exemple de sciences, je me suis fait ma propre idée sur les questions. Et je m'interrogeais complètement sur justement comment lui arrivait à si bien mixer les deux. Et il faut croire que c'est possible, mais parce que justement, lui aussi, il a réussi à faire la part des choses, en fait, comme tout, et à prendre ce qui lui apportait du bien dans sa vie, du côté de la religion, mais en étant bien conscient et en ne reniant en rien les faits de science, quoi. Donc voilà. On en revient à chaque fois, mais cet équilibre et cette balance, finalement, c'est ce qui fait que aller aux extrêmes d'un côté ou de l'autre, je pense pas que ce soit bon. Et il faut toujours justement être ouvert et écouter les autres et prendre un peu, savoir faire la part des choses, mais aussi prendre les choses qui font que bon avec tout ça, je suis bien et c'est comme ça que je peux avancer, quoi. Mais, quand tu parles de trop d'extrêmes d'un côté et de l'autre, est-ce que tu penses que trop de science peut aussi nuire à la personne, à la société, ou c'est pas ce que tu voulais dire? Trop de science dans le fait, on parlait tout à l'heure justement les génies, le génie scientifique. Si on en revient à plus se remettre en question du tout. J'ai été la première à être agacée sur ces questions de vaccins, etc.
mais plus dans le sens écoutez-nous, quoi. Mais je pense que même si je pense que si on ne se remet plus en question, après on n'est plus un bon scientifique non plus, parce que justement on le voit, il y a plein de choses qu'on pensait vraies qui finalement avec le temps font que elles ne sont plus si vraies. Mais dans ce cas précis-là, enfin, les vaccins, on peut voir tous les vaccins qu'on fait justement aux enfants. On voit bien qu'on meurt plus un certain nombre de maladies dont on mourait avant. Donc, bon, voilà. Et après, sur la technique, il y a eu tout un débat aussi. Et là aussi, des simples informations explicatives sur comment ça marchait, d'où ça venait la technique, pourquoi on l'utilisait avant et comment on a pu trouver, je pense que ça aurait pu décrisper un peu tout le monde, quoi. Mais bon. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que là, il y a une communication aussi qui a été assez mauvaise quand on a dit les vaccins sont sortis en quelques mois, on a pu trouver un vaccin. Oui, Alors qu'il y c'était avait un peu toute la prendre les gens recherche pour derrière. des idiots, alors que voilà, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, que là aussi le socle, en fait, il était là depuis très longtemps. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a vendu, parce que on aime bien remuer. Hein. Donc voilà. C'est pas comme ça qu'on l'a vendu. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur un point qu'on n'aurait pas discuté dans cet entretien? Non, écoute, je voulais te remercier déjà pour l'opportunité, parce que c'était hyper cool de pouvoir discuter de tout ça. Et après, c'est vrai que s'il y a des jeunes ou quoi qui écoutent ta chaîne, en dehors du fait, donc métier passion, c'est vrai que ça apporte une vraie richesse d'esprit, justement, de ce qu'on disait, de pouvoir se lever le matin pour aller découvrir tous les jours des nouvelles choses presque. Et de pas hésiter, quoi, de foncer, et de pas hésiter à poser des questions, de contacter les gens si on a des doutes ou si peu importe en fait, et voilà, et de rester motivé, de croire en soi, et voilà, et qu'il y a de la place pour tous dans la recherche. Et je pense pour que les femmes. et surtout pour les femmes, c'est une bonne conclusion. Si on arrive à faire la vidéo avec d'autres femmes qui nous parlent aussi de leur relation à la recherche et des femmes dans la recherche, etc., je pense que ça peut être bien, parce que c'est vrai que c'est... Mais tu vois, même sur Internet, en fait, c'est dommage parce que j'aurais dû le dire avant, parce que ce que tu as dit là, ça aurait été bien pour la fin de la vidéo. Je trouvais que c'était un super message de fait. Mais même sur Internet, trouver des femmes qui font de la vulgarisation scientifique, qui se mettent en avant sur le net pour expliquer ce qu'elles font et même qui acceptent des interviews, c'est plus compliqué que les hommes. C'est plus rare et plus compliqué que les hommes. Il y a plus d'hommes qui vulgarisent que de femmes qui vulgarisent. Ouais. Voilà, je trouve ça des fois un peu dommage, mais je ne sais pas comment on remédie à ça, mais je trouve voilà, un peu dommage. Ouais, c'est comme pour le reste, faut oser et pas se dire on va se mettre en avant, on va être critiqué. Forcément, on y pense, mais en fait, faire quelque chose, c'est déjà mieux que rien faire du tout. Donc voilà, se faire confiance un peu plus, du moins. Et il n'y a pas de raison qu'on soit moins bien que les hommes, quoi. Il n'y a pas. Voilà. Donc, Aucune raison. voilà. Aucune raison. Merci à toi pour la vidéo. Tu nous donneras ton Merci. Instagram, comme ça je le mets aussi C'est en lien Science qu'on Ma puisse Vie. retrouver. Science Ma Vie s'appelle. Ouais, c'est C'est super. Marie Villares, et voilà. Science Ma Vie, du coup, sans eux. Et c'était le petit jeu de mots. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui. Merci pour l'interview, c'était très intéressant. C'était avec grand plaisir. Et on se redira du coup pour si on fait quelque chose avec d'autres scientifiques. Oui, oui. Ouais. Je vais couper le.